Bonjour Cédric. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir sur Où est le beau. Merci de m'accueillir chez toi. Donc là, on est à Fréjus. Tu es photographe d'écorce d'arbres, botaniste aussi. C'est un sujet qu'on n'a jamais encore trop exploré dans le podcast. J'ai reçu des paysagistes, des botanistes, etc. Mais pas du tout. On n'a jamais parlé des écorces. Et en fait, je crois que c'est un sujet qui avait jamais été encore trop exploré, en tout cas par les botanistes. Toi, ça fait plus de 20 ans que tu te passionnes pour les écorces et tu as eu la grande chance de pouvoir en faire ton métier. Moi, dans ce podcast, c'est que j'aime bien recevoir à mon micro celles et ceux qui ont un peu comme ça ouvert des voies. C'est important pour moi aussi qu'on montre, alors à travers différents prismes, mais que la beauté et le mystère du vivant et de la nature nous amènent à nous poser des questions sur nous et que peut-être du coup, après, on y portera un regard différent. Donc toi, ton credo, c'est un petit peu quand on aime quelque chose, ça nous donne envie de le protéger. Et donc, c'est aussi peut-être activer et se connecter avec les choses qu'on aime de manière générale. En tout cas, quand c'est lié, après, toi, beaucoup, on va en parler dans cet épisode à la nature, évidemment, ça fait résonance autrement. Donc, c'est vraiment un voyage au cœur du beau que je vous propose dans cet épisode. Bien qu'on soit sur un podcast, j'ai envie de vous dire attention aux yeux, à vos oreilles. Mais en tout cas, on va décrire les choses et je pense vraiment que vous allez voyager un peu dans des forêts que vous allez vous imaginer. Moi, je t'ai rencontré, alors pour la petite anecdote, donc à Photobrac, qui est un festival de photographie de nature animalière, etc., qui est dans l'Aubrac, à Nasbinal, c'est ça. C'est assez marrant parce que, pour la petite anecdote, donc c'est Jean-Pierre Montiel qui est le fondateur, je crois, de ce festival, que je rencontre moi quand je vais photographier avec une copine un coucher de soleil à côté de Arles, parce qu'en fait, il habite là-bas. Il était avec sa petite fille, donc bon, voilà. Et en fait, je me retrouve, donc je connaissais pas du tout Photobrac, et je me retrouve un mois après, du coup, à venir 3 jours là en Aubrac découvrir son festival. Et là, j'ai complètement halluciné parce qu'en fait, c'est aussi une ambiance hyper particulière qu'il y a pendant ce festival. Voilà que finalement, plusieurs étables et en fait, comment on peut dire, c'est des agriculteurs et des exploitants qui ouvrent en fait leur étable et leur propriété en fait et qui vous permettent d'exposer et donc il y a tout un truc où ils savent faire quelques semaines avant pour que tout soit nickel, enfin nettoie tout. Et moi je me rappelle très bien que je suis arrivée chez toi, voir ton expo, c'était peut-être le 2e jour où j'étais au festival et j'ai vraiment été saisie en fait. On est arrivé dans une propriété qui avait une longue allée comme ça pour arriver à l'étable. Tu avais séquencé comme ça donc c'était vraiment on arrivait puis les photos étaient immenses, tirées sur je sais plus ce que c'était les dimensions mais c'était 1m20 par 1m80. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, on était complètement saisis. Et puis, on rentrait dans une histoire que tu commençais à nous raconter dans ton univers. Il y avait ces photos d'écorce comme ça, je me rappelle très bien, qui te saisissent et tu te dis, mais... Et la première, ou une des premières que je vois, c'est une écorce sur laquelle il y avait comme une forme de bisou. Ah oui, c'est l'arbre à bisous. Avec les enfants, ils adorent cet arbre-là. Après, c'est un arbre très commun, c'est un peu plié blanc, mais si on le regarde de près et qu'on penche sa tête à 90 degrés, on peut voir des formes de bouche, mais vraiment bien dessinées, les lèvres avec les petites nervures des lèvres, et ça sert en plus à l'arbre de respirer. Donc, ça a tout son sens. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Et je me dis, mais... Enfin, c'était de surprise en surprise, si tu veux, d'émerveillement en émerveillement. Puis après, on arrivait vraiment dans l'étable, donc il y avait d'autres photos de toi. Et là, il y avait aussi ta collection d'écorces que j'ai découvert. Enfin bref, donc j'étais complètement saisie de tout ce que je voyais, ton travail. Donc je remercie Jean-Pierre pour cette rencontre parce que sans lui, je crois que j'aurais jamais découvert ton travail. Et ensuite, je suis partie avec tes livres parce que j'ai absolument tout adoré chez toi.
On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est une trilogie en fait que tu as publiée chez Ulmer depuis 2008. Les premiers, en fait, c'est un peu, tu nous accompagnes sur nos premiers pas au contact des arbres et des écorces. Ensuite, c'est un autre livre, ton deuxième, plutôt sur des gros plans d'écorce. Donc là, on en prend en plein la vue. Et ensuite, ton troisième livre s'appelle Jardin d'hiver. Et là, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut égayer un jardin avec des écorces et finalement se retrouver en hiver avec des jardins plus colorés grâce à certaines écorces. Pour commencer cette discussion, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu arrives à faire ça? Pourquoi aussi tu as choisi de photographier les écorces? Alors, comment on arrive à faire ça? D'abord, il faut être un petit peu fêlé, je dirais, et surtout très curieux et surtout un passionné de nature et d'arbres. J'ai cette chance d'avoir quand même une sorte de relation presque intime avec eux, et puis ils me parlent quelque part parce que je vois des choses qu'apparemment la plupart des gens ne voient pas. Donc, j'essaye un peu à ma façon, le plus humblement possible, à révéler ce que me racontent les arbres en secret, en tout cas ce que me dévoilent les arbres quelque part en secret, et pour faire profiter au maximum les gens et surtout les embarquer dans mon monde et comme des enfants, les pupilles grandes ouvertes, en prendre plein les yeux et s'émerveiller, puisque comme tu le disais en introduction, c'est vrai que quand on arrive à émerveiller les gens, à parler ce langage du cœur, de l'authenticité, et on arrive plus facilement à les toucher. Du coup, ils pourront plus facilement respecter ce qu'ils ont apprécié. Mais donc, c'est un peu ma démarche, à la fois artistique et scientifique. Et tout a commencé en Angleterre. En fait, j'étais étudiant Erasmus. Et je suis allé étudier 6 mois à l'université de Reading, à côté de Londres. Mais là, tu étudiais quoi? Et là, j'étudie. Alors, en fait, de formation, je suis ingénieur agronome, agricole même. Et puis, je voulais... tout ce qui était lié à la zootechnie, à l'élevage, tout ça, ça ne m'intéressait pas tant que ça en fait. Et il fallait absolument que je trouve un échappatoire dans le domaine des plantes. Donc la seule place possible en Erasmus, en lien avec mon école, c'était dans cette université, dans le département horticole et paysage. J'ai dit, allez, il faut y aller. Et on va voir, on verra bien ce qui se passera. Et il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que ça a été le début d'une sacrée belle aventure. Et quelque part, grâce à ces études-là et surtout à cette rencontre, puisqu'en fait c'est la rencontre avec un vieux chêne. La petite histoire que je rencontre souvent lorsque je donne une conférence, c'est que comme j'étais étudiant, on a peu de moyens. J'adore les jardins anglais, leur style de jardin. Donc moi, dans mon idée, c'était un jour de devenir paysagiste, donc concevoir des jardins. Donc j'avais un vélo sur place, je visitais des jardins à vélo. Après, des fois, quand ils étaient un peu trop loin, je prenais mon vélo, je le mettais dans le train. Après, du train, j'allais voir le jardin parce que j'avais pas de moyens de transport. Et puis à un moment donné, donc je suis allé voir un jardin assez loin et quand j'arrive, on m'avait prêté un appareil photo parce que je suis complètement autodidacte en photo, hein, j'ai jamais pris aucun cours de photographie. Donc là, t'avais quel âge Là, c'était en 99. Okay. Donc j'avais 76, 23. Ouais. Et donc tu prends ta première photo à 23 ans. Voilà. Pour un photographe aujourd'hui, ouais. Du coup, c'est réconfortant. En fait, c'est ton amour pour c'est cette découverte et les arbres qui t'ont fait que du coup, c'est devenu ton médium en fait. Oui. Et je dis toujours, c'est vrai que la photographie me sert qu'à révéler. Je suis pas un grand fan de photos pures, de techniques pures. Et d'ailleurs, j'utilise que 5% de l'appareil, quoi. Ça ne m'intéresse pas de creuser plus que ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est mon modèle, quoi. Je dis toujours, je préfère passer des heures avec un chiffon, avec une pince à épiler, avec quelque chose pour le nettoyer, pour le préparer comme un top modèle, plutôt que de passer des heures sur Photoshop ou autre à enlever les petites pétouilles, les petites traces de poussière et autres. Donc c'est vraiment le sujet qui m'a séduit, qui m'a touché en plein cœur. Et en fait, quand je suis allé dans ce jardin, je voulais prendre des photos d'associations de plantes, de fleurs, pour me donner des idées pour mes futures créations. Puis en fait, quand je suis arrivé, soit c'était pas encore éclos, soit c'était fané. J'y allais presque pour rien, donc je voulais surtout pas revenir bredouille. Et quand je suis ressorti du jardin,
Là, j'ai été happé par un vieux chêne qui avait 300-400 ans, un gros tronc, un tronc tourmenté, une écorce crevassée. Et là, quelque part, j'ai senti l'appel de cet arbre-là. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première photo d'écorce. Alors, à l'époque, j'étais en argentique, en 99. Donc, quand je l'ai faite développer, ça m'a à nouveau, j'ai eu le deuxième effet qui se coule quelque part et ça m'a à nouveau happé. Je dis, tiens, c'est pas mal quand même le rendu, le graphisme. Alors que bon, j'avais pas de trépied, j'avais un objectif classique. C'était purement là, pas dans la technique et le détail de la qualité de l'image, mais voilà, il y avait quelque chose qui passait. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux sur les arbres que l'on peut trouver dans ma région. Et j'ai la chance d'être niçois et d'habiter Nice à cette époque-là. Donc, on a quand même des microclimats qui nous permettent d'acclimater des plantes des quatre coins du monde, hein, des plantes de Madagascar, d'Afrique du Sud, des Canaries, d'Australie, de Californie, du Chili, et j'en passe. Donc, c'est vrai que j'ai redécouvert les pins parasols, les palmiers, les eucalyptus, les mimosas, les acacias, etc. J'ai commencé à faire quelques photos sur place, puis après je me suis dit non, ça serait bien bien plus tard, hein, quelques années plus tard, d'aller les voir dans leur milieu d'origine et d'en découvrir d'autres, quoi. Donc c'est la petite histoire, c'est débute comme ça en Angleterre, et puis je commence à dire tiens, ça serait bien de peut-être faire un livre. Donc progressivement, j'ai mis quand même 6-7 ans pour trouver un éditeur, pour en 2008 écrire mon premier livre. Et, parce qu'en fait ce sujet n'intéressait pas. Voilà, exactement. À chaque fois, les quelques rares retours que j'avais des éditeurs, je dis c'est bien gentil votre sujet, mais en fait c'est une niche, on va en faire 500 exemplaires et ça n'intéressera pas grand monde. Donc, quand j'ai proposé mon sujet aux éditions Ulmer, le lendemain qu'ils aient reçu mon synopsis, ils m'ont contacté pour absolument faire un livre. Et dès qu'il est sorti en octobre 2008, je me souviens, j'avais insisté auprès de mon éditeur en lui disant mais il en avait fait, je crois, 5-6 000 exemplaires. Je lui avais dit, tu devrais en faire plus parce que je suis persuadé que s'il va très bien se vendre. Et au mois de novembre, il m'appelle, il me dit, écoute, on doit retirer, on les a tous vendus, on n'en aura pas assez pour Noël. Donc, ça a été vraiment... parce que, en fait, j'ai réussi à apporter une autre vision de l'arbre, parce que la plupart du temps, quand vous posez à n'importe qui la question, quand vous visitez un jardin, mais qu'est-ce que vous allez voir en premier ? Alors on vous demande quel est l'arbre qui est en fleurs en ce moment, ou si c'est l'automne, quel est l'arbre qui a des feuilles un peu automnales, ou est-ce que vous avez un vieux sujet un peu tortueux, un vieil arbre vénérable. Mais est-ce qu'on vous pose la question quel est l'arbre qui a la plus belle écorce dans mon jardin ? Jamais de la vie on vous posera cette question. Et pourtant il y a des couleurs, des motifs, des textures, des graphismes inouïs, inimaginables dans l'écorce d'un arbre si on est un peu curieux et qu'on pose un peu son regard dessus. Ouais, mais moi j'ai mon téléphone qui est rempli de zoom comme ça d'écorce parce que j'adore vraiment puis bon, après les feuilles aussi, enfin moi je suis un peu mais je comprends, enfin c'est-à-dire que moi quand j'ai découvert ce travail, que j'ai vu toutes tes photos, on se remet aussi en tête tous les moments où on est passé à côté, tu vois, en se baladant, parce que ça, on en a vu des arbres en fait, parce que quand même tout le monde on se balade beaucoup, et je pense qu'en fait notre regard, notre mémoire un peu, et là tu remets en fait, le fait de voir ces détails nous renvoie comme un espèce de comme voyage quand on un peu écoute dans une musique et qu'on a écouté 30 ans ou 20 ans avant et que ça nous rappelle, ça nous fait clic. Et en fait, on se dit, ah ouais, en fait, j'arrivais pas très bien à savoir ce qui m'avait ému dans tout ce que je voyais, mais c'est vrai que l'écorce, en fait, faisait partie de manière importante de cette émotion-là, si tu veux. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de me reconnecter à qu'est-ce que j'avais tant aimé, tu vois, dans certains. Et donc, c'est assez marrant. En tout cas, pour moi, ça a été... parce qu'il y a plein après d'écorces qu'on ne connaît pas, on découvre des choses, enfin moi voilà, les motifs, les couleurs. On peut s'émerveiller devant l'une des écorces les plus commune de France, ça va être le platane, l'écorce de platane. Il n'y a rien de plus beau qu'une écorce de platane en plein été, après un petit orage où il y a l'eau qui ruisselle sur le platane et on voit l'écorce qui était grisâtre, légèrement un petit peu verte. Tout d'un coup, on a un camailleux de vert foncé, saturé, comme si on l'avait vraiment photoshopé, hein, mais il y a des jaunes qui sont ravivés et en fait, on passe devant tous les jours, devant l'écorce d'un platane et on ne l'observe pas, quoi. Ouais. Et c'était, tu sais, il y avait aussi
dans ton expo, là, à Photobrac, quand on rentrait, une photo avec une écorce avec du bleu. C'était peut-être un eucalyptus, je sais pas. Ah oui, peut-être l'eucalyptus arc-en-ciel. Il y a un bleu, violacé, gris. Ouais. En fait, il porte bien son nom, hein. C'est un de mes arbres préférés. Et c'est, je dois dire, le seul arbre où j'ai vraiment vu les gens s'arrêter et prendre une photo de son écorce. Parce qu'elle est tellement visible, elle est tellement... On dirait qu'on a pris un pot de peinture, on a badigeonné de partout, toutes les couleurs. Il porte bien son nom, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel peuvent être visibles sur son tronc. Donc c'est... Et où est-ce qu'on trouve cet arbre? Alors il est originaire des Philippines, on le trouve sur l'île de Mindanao, mais après dans toutes les zones tropicales que j'ai pu visiter, en Indonésie, à Hawaï, à La Réunion dernièrement, en Californie, en Floride, on en trouve, au Costa Rica beaucoup aussi, mais heureusement, je pense que à force de voir que les écorces peuvent avoir un vrai intérêt ornemental. Suite à mon premier livre, je commence à voir quelques villes qui commencent à en planter, notamment la ville de Nice, qui en a planté 2-3 spécimens sur la coulée verte depuis quelques années. Et là, j'y suis allé les voir l'été dernier. Ils commencent à être de beaux diamètres et on n'a plus besoin d'aller à Hawaï pour aller les voir. Et donc ça, c'est fort appréciable. Bah, surtout si en plus, il y a tout ce sujet de rensauvager les villes, replanter tout ça. Mais si en plus on peut s'émerveiller et que ce soit pour nous des moyens de reconnecter par le beau, en fait, aussi, avec cet amour, c'est super. Avant qu'on aille encore plus dans ton univers, est-ce que tu peux, pour les néophytes que nous sommes, en tout cas que je suis sur ce sujet, m'expliquer un peu le rôle de l'écorce dans l'arbre, en fait? Tu vois, et, en fait, à quoi ça sert Alors, précisément? l'écorce a une importance capitale dans la biologie d'un arbre parce qu'elle va avoir un rôle de protection à la base. On le comprend bien, hein, c'est la peau quelque part de l'arbre, hein, c'est sa couche protectrice contre les agressions physiques, thermiques, chimiques. Donc les agressions avec les UV, avec la température, avec les invasions des insectes potentiels. C'est là où, par exemple, la plupart des résines, des latex, des tanins sont synthétisés. Et tous ces agents-là sont des agents qui permettent de lutter contre... ce sont comment on appelle ça, des substances antifongiques, antibactériennes, qui vont pouvoir justement... Par exemple, vous prenez l'écorce d'un séquoia. La plupart des gens, je pense, ont une petite idée à quoi ressemble un séquoia. Et ces grands arbres, c'est les arbres les plus hauts, plus gros du monde. Ils ont une écorce couleur cannelle, un petit peu. La cannelle et le bois aussi. Et quand vous coupez un séquoia, il est rosé et en séchant devient un peu couleur cannelle. Ce sont les tanins qui colorent l'écorce et le bois. Et c'est pour ça, entre autres, que les séquoias peuvent vivre 1000, 2000, 3000 ans parce qu'ils ont une écorce qui est l'écorce la plus épaisse du règne végétal. Les plus vieux séquoias peuvent avoir une écorce de près de 80 cm d'épaisseur. Donc c'est une carapace hyper protectrice et notamment c'est pas pour rien puisque ça vit dans des zones où il y a régulièrement des incendies de forêt. Donc si vous êtes baladé un jour dans une forêt de séquoias géants en Californie, souvent vous voyez des troncs un peu noircis avec des petites taches noires, mais c'est une écorce qui, comme une éponge, bourrée de flotte et de fibres qui brûlent très mal. Donc déjà physiquement ça va être une très bonne protection et elle est remplie de tanins donc pour se protéger contre les bactéries et les champignons. Donc ça va avoir ce rôle protecteur. On le voit aussi par exemple chez les capoquiers, certains acacias à épines, toutes les écorces épineuses, ce sont aussi des moyens de défense contre des herbivores, contre des animaux qui vont vouloir venir arracher des fois des écorces aussi parce qu'il y a des écorces qui se mangent, etc. Donc c'est un moyen de défense où le bouleau, vous le connaissez forcément, et c'est une multitude de couches de papier comme un millefeuille en fait, et entre chaque couche d'écorce il y a de l'oxygène qui est un très bon isolant, et donc c'est pas pour rien que les bouleaux ils poussent dans les zones très froides parce qu'ils se sont protégés ainsi aussi. Donc cette protection physique et chimique, et puis ce rôle de nourricier qui est peu connu. En fait, l'arbre fonctionne d'une manière... c'est très complexe, mais
c'est quand même génial parce que l'arbre, il n'a pas besoin d'aller faire ses courses pour se nourrir, par exemple, ou il crée sa propre nourriture. Grâce à quoi? Grâce au soleil, grâce à l'eau qu'il pompe par ses racines et grâce à un pigment indispensable qui est la chlorophylle, qui va lui permettre de faire la photosynthèse en récupérant le CO2 de l'air. Donc, grâce à ces racines, la sève brute, qui est la sève la plus liquide, on va dire, et plein d'eau, va monter dans les canalisations prévues à cet effet au niveau du bois, jusque dans les feuilles. Au niveau de ces feuilles-là, va se faire la photosynthèse avec le soleil, et l'arbre, grâce à ça, la réaction chimique va se faire et va lui permettre de fabriquer ses propres sucres. Et ces sucres-là vont servir après à l'énergie et de l'arbre et au fonctionnement de toute sa physiologie. Et la sève ainsi riche en sucre, on appelle la sève élaborée par l'arbre, va, elle, être transportée dans les canaux qui se trouvent à l'intérieur de l'écorce. Donc on appelle ça l'écorce interne, de manière verticale, de haut en bas, alors que la sève brute a une circulation ascendante, de bas vers le haut. Okay. Et après, bien sûr, il y a des communications latérales qui permettent d'acheminer la sève dans toutes les parties de l'arbre où il en a besoin pour faire fonctionner ses cellules. Et donc, attends, ça veut dire qu'en fait, en écorce... Donc l'écorce, en fait, on a deux couches. On a une écorce externe qui, elle, est morte. On appelle ça le rétidome. Donc c'est ce qu'on voit quand on regarde. C'est ce qu'on voit, exactement. Okay. C'est ce qui... Soit c'est une écorce qui va persister durant toute la vie de l'arbre, mais en persistant, vous imaginez bien que quand l'arbre grossit en épaisseur, ça va créer des tensions qui va faire que l'écorce va devoir se craqueler pour accompagner la croissance de l'arbre. Soit il y a d'autres stratégies et d'autres anatomies d'écorce où là, c'est l'arbre, vous imaginez plus comme une sorte de serpent qui, en muant, va perdre sa mue, perdre sa peau, perdre son écorce. Et donc là, c'est pour ça qu'on retrouve chez des eucalyptus, par exemple, des grands lambeaux d'écorce qui, chaque année, tombent au sol parce que l'arbre grossit et au lieu de la maintenir et de voir ses sillons et ses craquelures se dessiner, il n'en a pas besoin puisque c'est l'écorce nouvelle qui apparaît chaque année. Donc, là, il desquame. Là, il desquame. On appelle une desquamation, comme nous, quand on prend un coup de soleil et qu'on desquame, c'est pareil. Mais c'est moi, les essences que je recherche, parce que c'est à cette période-là, au moment de la desquamation, qu'on a des couleurs complètement hallucinantes. Parce qu'il y a des pigments qui sont photosensibles au niveau des écorces. Et la jeune écorce qui n'a pas encore vu le soleil, qui est encore un peu humide, peut avoir des teintes parfois bleu turquoise, vert émeraude, des zones de jaune orangé absolument sublimes. Mais ça, des fois, c'est des couleurs éphémères qui durent que quelques minutes. Oui. Donc, soit j'aide l'écorce et l'arbre à tomber, je le pèle moi-même un tout petit peu, ça ne lui fait pas mal puisque de toute façon, elle va tomber dans pas longtemps. Mais au moins, je suis pile là au moment où elle est toute fraîche encore. Elle n'a pas encore vu les rayons du soleil, elle a encore un peu cette humidité qui sature naturellement la couleur de l'écorce. Et là, je peux shooter. Et parfois, c'est rétroactif. Donc, il suffit d'avoir un petit vaporisateur. Je peux réhumidifier et je peux parce que quand ça sèche très vite en plein été, pour les eucalyptus qui perdent leurs écorces, il faut être très rapide, quoi. Je peux vous faire 50 photos sur le même détail. Si je m'amuse avec un pinceau à humidifier juste une petite zone, par exemple, je peux vous dessiner des couleurs avec de l'eau sur une écorce, mais sans pigment, sans rien. C'est juste pour dévoiler, révéler cette couleur naturelle qui sature avec l'eau. C'est hallucinant. Mais ça, vous pouvez l'observer sur un platane. Hein. Pas besoin de chercher une essence. Il y a des arbres qui prennent des coups de soleil. Ça, c'est très facile à l'observer sur le pin parasol, par exemple. Vous voyez très bien que quand le tronc qui est orienté plein sud, il a une couleur bronzée, orangée. Puis le plein nord, il est plutôt gris. Donc, il y a plein d'adaptations comme ça. Le froid, par exemple, chez certaines écorces, va révéler une nouvelle couleur. Vous prenez les érables à peau de serpent, un en particulier qui a une couleur orangée, on appelle le Acer conspicuum phoenix par exemple. Vous le prenez en plein hiver dès qu'il y a les grands froids, dès qu'il commence à faire 0, moins 2 degrés, le orangé devient rose crevette. Mais rose vraiment limite fluorescent. Et dès que le printemps arrive et qu'il commence à nouveau à faire doux, en 2-3 jours, ça disparaît et à nouveau, sa couleur naturelle orangée revient. Et on sait qu'est-ce qui pigmente là, il y a l'arrêt de la sève qui joue certainement son rôle.
parce que l'écorce de ce type d'érable-là est très très fine. Donc, c'est pas qu'on la voit par transparence, mais Oui, c'est ce que tu me montrais. Parce qu'en fait, tout à l'heure, donc là, on parlera donc de la grande collection que tu as, mais tu me montrais aussi une écorce qui était très fine. Il y a, suivant les essences d'arbres, et lisse, en fait. Il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 70 000 espèces d'arbres dans le monde, donc c'est colossal. Et chacun a des stratégies différentes, suivant l'endroit où il pousse, suivant les ravageurs qu'il peut avoir ou les animaux qu'il peut avoir autour, qui peuvent être des dangers parfois, ou des alliés pour la dissémination de leurs graines, ça dépend. Mais donc chacun a sa stratégie. Il y en a qui sont partisans du moindre effort et d'autres qui vont mettre les moyens pour se protéger au maximum. Donc il va y avoir des écorces parfois très très fines et d'autres très épaisses comme le chêne-liège par exemple dans ma région, le séquoia, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et ceux qui ont une écorce très très fine, en fait, tu m'expliquais tout à l'heure que du coup, le bois de l'arbre grossit au fur et à mesure des années. Mais en termes de temporalité, c'est à peu près la même. Mais en fait, il faut comprendre, savoir comment fonctionne un arbre et comment il grandit en épaisseur. En fait, l'arbre, il vit quasiment à la périphérie, dans une zone qui s'appelle le cambium et qui va générer chaque année une couche de bois et une couche d'écorce. Et quand vous coupez un bois, vous avez dû voir une image, il y a des cernes de croissance, des cercles concentriques. Donc ça, c'est une année à chaque fois. Et on le voit bien, il grossit, il rajoute une couche, un cercle, un cerne de croissance. Donc là où il est vivant, là où il vit, c'est à l'extrémité entre le bois et l'écorce. C'est les dernières couches d'aubier, les dernières couches de bois et les toutes dernières couches d'écorce. Okay. L'écorce externe est morte et le bois interne, ce qu'on appelle le bois de cœur ou le duramen, est mort. C'est pour ça que souvent, pour les vieux arbres, par exemple, tu arrives à avoir des troncs d'olivier, d'amandier complètement creux, par exemple. Tu vois presque à travers. Et pourtant, l'arbre est toujours vivant et l'arbre, il donne des fleurs, il donne des fruits parce que en fait, il a perdu son ossature, son squelette, mais sa partie vivante, elle est toujours là. Mais tout ça pour te dire, voilà, sans l'écorce, il n'y a pas de vie pour l'arbre. Ouais. L'écorce est vraiment indispensable. Et c'est vrai que chez certains arbres, elle peut être très, très, très compactée sur des écorces qui peuvent être très fines et que l'écorce n'est pas perdue par l'arbre chaque année. Et bien, on a une écorce qui peut faire 2 mm et le bois qui peut faire 20 cm ou 50 cm. Et toute la vie de ce que l'on peut voir dans le bois, c'est la même chose dans les 50 cm que dans les 2 mm. Donc c'est aussi pour ça que ça a été très mal étudié et quasiment jamais. L'anatomie des écorces, ça n'existe nulle part. Dans n'importe quel ouvrage scientifique sur les arbres, vous trouverez quelques ouvrages sur l'anatomie des bois, mais sur les écorces, ça n'existe pas. Et c'est peut-être d'ailleurs un projet de livre, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche, parce qu'il faut préparer des échantillons, les poncer d'une certaine façon et une prise de vue microscopique assez pointue. Et peut-être que du coup, ça va nous révéler aussi beaucoup de choses qu'on... Ça permettra d'apprendre et de mieux connaître les écorces, tout à fait. Oui, tout à fait. Et est-ce que aussi, juste, tu peux nous rappeler en quoi l'arbre un peu est clé de voûte? Donc tu le disais tout à l'heure, photosynthèse, l'air, captation du carbone, on le sait, mais vu que là on parle des écorces, tu vas peut-être nous remettre un peu bien là-dessus, toi qui connaît mieux que nous. Donc, en quoi l'arbre est important pour la planète ou pour notre vie? Sans arbre, on n'est rien de toute façon, ça c'est une évidence. On parle beaucoup de CO2 à l'heure actuelle, de bilan carbone, etc. J'ai du mal à comprendre comment et pourquoi on décrit le CO2 comme quelque chose de poison, de néfaste. Parce que si on réfléchit bien, et ça a été démontré scientifiquement, si on atteint à peu près 60% de la valeur du CO2 actuel, il n'y a plus de vie sur Terre. Le CO2, pourquoi? Parce que le CO2, c'est la base de fonctionnement, ça fait partie du moteur de l'arbre, puisque c'est à la base de la photosynthèse. S'il n'y a pas de carbone, s'il n'y a pas de CO2, il n'y a plus d'arbres. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus d'oxygène, parce que grâce à la photosynthèse, le déchet de la photosynthèse, c'est de l'oxygène. Donc, il produit du sucre et il libère de l'oxygène dans l'atmosphère. Du sucre pour lui et de l'oxygène pour nous et pour le vivant. Donc, sans arbre, on n'est rien. Mais l'intelligence de l'arbre, c'est que l'arbre va produire donc tous ses aliments, il reste sur place, il est fixé au sol par ses racines et il va améliorer
son environnement, son habitat, sans cesse, en développant de l'humus, en aérant son sol, en développement des symbioses. Nous, on fait totalement l'inverse. L'humain, il va dégrader son environnement. Et il est incapable de produire son alimentation. Donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut essayer d'avoir un peu plus d'humilité envers la nature et les arbres, parce qu'ils ont tout à nous apprendre, en fait. Et la nature, on s'est toujours inspiré, que ce soit les scientifiques, les artistes, de tous bords. Inconsciemment ou consciemment, la nature est notre modèle, quelque part. Mais malheureusement, on scie la branche sur laquelle on est depuis des siècles et des siècles. Et c'est vrai que sans arbres, on n'est rien. Voilà. Et c'est aussi donc de la nourriture pour des milliards d'animaux. Tout à fait. Ça, je veux dire, vous regardez les plus grosses cultures qui existent et ce que consomme le plus l'être humain, ça va être le riz, le blé, au niveau des graines, c'est mon autre dada, mon autre passion sont les graines. Ça va être le maïs, ça va être que des graines. Donc les légumineuses, sans graines, sans végétal, sans parler des arbres, parce qu'après on peut extrapoler bien sûr au monde végétal. Et tout ça, c'est réglé comme une horloge suisse. Le moindre petit grain de sel, malheureusement, peut faire enrayer la machine, peut bloquer tout ça. Et tout est bien lié, bien orchestré. Et presque on se demande mais comment c'est possible, tellement c'est ingénieux et tellement il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais qui sont de l'ordre du subatomique, on dirait presque, ou du quantique, et c'est vibratoire et qui met tout ça en ordre. Donc, Et puis aussi pas mal d'études, puis le Japon, je crois, était un peu les premiers, mais ces bains de forêt, le Shinrin-yoku, en fait, ils ont bien moi, je suis allé au Japon justement il y a 5 ans dans un stage de formation au Shinrin-yoku et pour voir un peu comment ça se passait. Et c'est vrai que là-bas, les médecins parfois, ils vous font pas une ordonnance avec des médicaments, mais ils vous prescrivent. Alors voilà, il y a 60 ou 70 forêts qui sont consacrées et certifiées avec des vertus médicinales et propres au Shinrin-yoku. Donc nous, on l'a traduit par calinothérapie quelque part ou bain de forêt, mais ça a vraiment des vertus scientifiques prouvées pour diminuer votre stress, augmenter votre système immunitaire, booster votre système immunitaire. Il y a des phytoncides en fait, donc des substances qui sont synthétisées, fabriquées par les arbres, qui vont vraiment vous booster votre immunité. Oui, mais c'est aussi des logiques plus préventives que ce que parfois nous on envisage. Mais en fait, on n'a pas eu besoin des Japonais pour savoir que les bains de forêt, se balader en nature nous faisait du bien. Ou même jardiner quand parfois juste mettre dans la terre et voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui c'est purement empirique et puis on le ressent, quoi. Et on l'a d'autant plus ressenti qu'après les moments post-Covid, les gens, tout d'un coup, on a redécouvert que de sortir dans un jardin, dans la forêt, on avait ce besoin-là de se reconnecter à la nature parce que quelque part, on est un animal chasseur-cueilleur, quoi, et on est issu de ça. Et de notre ADN, on est cueilleur, quoi, et on a besoin de cette connexion à la nature. Et parce que donc là, on n'en a pas encore parlé, mais cette collection d'écorces, du coup, que tu as commencé à constituer, c'était quand, du coup ? Donc ça doit faire, je dirais, à peu près 15-18 ans que j'ai commencé à collecter les écorces. Ça fait... je dis maintenant, j'ai atteint le quart de siècle. Je dis, ça fait toujours un peu plus, mais ça fait 25 ans que je travaille sur les écorces et que j'ai photographié ma première photo d'écorce en 99. Mais c'est quelques années plus tard où, justement, en voyageant et en tombant nez à nez sur un bout de branche par terre, je me dis, c'est trop joli, c'est pas possible. Il faut que tu le ramènes avec toi dans tes bagages pour le montrer, pour le faire toucher. Parce qu'il y a des écorces qui sont hyper tactiles et il y a des écorces qui sont spongieuses, toutes douces au toucher. On dirait je sais pas, un tissu, une peau de bébé. Il y en a d'autres, c'est épineuse, d'autres des craquelures, des nervures. D'autres avec un peu des
des petites fibres, des petits... Donc, voilà, on dirait du tissage. Ouais. Donc il y a une infinité de textures qui sont intéressantes. Donc je me suis dit, ça serait bien un jour de faire une exposition avec mes photos d'écorce et puis montrer comme une sorte dans un cabinet de curiosité toute une série d'écorces en 3D. Montrer vraiment que tout ce que je vous voyez en photo, ce que je vous montre, vous pouvez le voir par vos propres yeux parce que je me refuse à faire des photos de l'infiniment petit parce que c'est facile à surprendre. Je te prends une photo avec un objectif macro de ta peau, par exemple, et on n'a pas l'habitude de poser notre regard comme ça, et on va voir des motifs étranges, et ça va surprendre. Donc moi, je voulais vraiment montrer le visible par tous. Donc être à une échelle à l'œil traditionnel, voilà, pas d'artefacts, pas d'outils spécifiques. Et c'est vrai que cette collection, progressivement, alors moi, je ne prélève rien dans la nature, hein, je ne prends que ce que Dame Nature me donne. Et c'est vrai que par contre, voilà, dès que j'entends un bruit de tronçonneuse quand je me balade, je vais vite voir qu'est-ce qu'on coupe, si je peux récupérer un morceau, parce que c'est un arbre qu'on doit élaguer. Après une tempête, il y a un arbre qui est tombé, ou il est malade, ou il est mort, tout simplement. Et donc j'ai beaucoup de contacts dans des jardins botaniques, mais c'est vrai que j'ai récupéré des bois d'un peu partout dans le monde comme ça. Ouais. Et en fait, c'est joli parce que du coup, tu as créé comme un espèce de gabarit. Enfin, ils sont tous coupés. Enfin, en tout cas, les normes standards, oui, oui, tout voilà. à fait. Et, donc, ils sont assez grands. Hein, ils font 36 cm de long, 7 cm et demi de diamètre, et ils sont coupés dans la longueur pour nous permettre de voir le bois aussi. Et donc l'épaisseur fait à peu près 2 à 5 cm d'épaisseur. Et ils sont mis dans des boîtes en bois que j'ai conçues. Ils sont 10 par boîte. J'ai appelé ça... Alors le terme technique, il a fallu l'inventer puisque en fait, il n'existait pas. Ah oui. Il y a des collections de graines, on appelle ça une séminothèque. Okay. Il y a une collection de fruits dans les muséums d'histoire naturelle, par exemple. On appelle ça la carpothèque. Carpos en grec, c'est le fruit. Mais les écorçothèque, ça n'existait pas. L'écorce, c'est le phloème, et phloios en grec, c'est le cortex. Donc j'ai appelé ça une phloiothèque. Et ces boîtes en bois, j'appelle ça une floyobox. Donc dans une floyobox, il y a ces 10 échantillons. Alors j'essaie de les ranger par genre botanique ou famille botanique. Comme ça permet aussi de voir la diversité au sein d'une même famille. Ouais, c'est ça. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que les pigments, la plupart des pigments restent. Quand vous avez une écorce orangée, rougeâtre, beige, tout ça, ça reste vraiment. Hein. Une fois, j'ai des échantillons qui datent de 12-15 ans avec ces couleurs-là qui n'ont pas bougé. Ouais, mais en tout cas, c'est assez... Enfin, c'est prodigieux, quoi, parce qu'on se dit c'est mort, mais en même temps, cette couleur-là persiste. Aussi parce que finalement, dans la nature, quand un arbre tombe, il est dégradé parce qu'en fait, il y a tout le système qui se met en place. Mais là, comme tu les extrais de ce milieu naturel... J'essaie de les récupérer bien avant qu'ils se dégradent, parce que c'est vrai que l'écorce, c'est ce qui se dégrade en premier, en général. Sauf quelques rares exceptions comme le bouleau ou le chêne-liège, qui sont des écorces imputrescibles. Donc elles, c'est le bois d'abord qui va se décomposer et les écorces ne bougent pas. Donc on retrouve des cylindres d'écorces complètement évidés dans la nature, hein, dans les forêts. Et on peut les récupérer pour faire de la déco, pour faire des cache-pots, par exemple. Ouais, des palissades, je sais pas. Et ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est que par exemple, le tilleul était l'une des plus vieilles fibres de tissage. Tout à fait, on a retrouvé dans les fouilles archéologiques des étoffes cordées, et après analyse, il s'est avéré que c'était des fibres d'écorce interne de tilleul, que depuis le néolithique, en fait, l'homme a appris à extraire du tilleul avec une méthode bien précise, hein, c'est assez complexe parce qu'il faut le faire tremper dans de l'eau ruisselante pendant plusieurs semaines pour que les différentes couches d'écorce annuelles internes se décollent. Ensuite, ils récupèrent les dernières années qui ont été produits par l'arbre en question, qui sont les plus souples, et ils vont pouvoir les utiliser pour les torsader, les tresser, et en faire des étoffes cordées, des filets de pêche, par exemple, des chaussures, des tamis. Et donc, on a retrouvé énormément d'objets à partir de cette écorce de fibres de tilleul.
Et aussi, tu me disais des contenants un peu, parce que finalement, à l'intérieur, enfin, ce qu'on peut mettre à l'intérieur permet d'augmenter la conservation, ça pourrit pas. Oui, en fait, notamment l'écorce du bouleau, comme c'est imputrescible et imperméable, ça repousse l'eau. Donc du coup, si on fait une boîte relativement bien hermétique et complètement en écorce de bouleau, ce qu'on va mettre à l'intérieur est protégé de l'humidité. Donc en Russie, par exemple, en Scandinavie, souvent, on utilise ces boîtes pour mettre du thé, de la farine, du riz. Des cigares, du tabac. Alors on fait des boîtes, les boîtes à tabac traditionnelles sont faites avec du liège, parce qu'il y a cette propriété-là. Okay. Ça le protège de l'humidité, mais tout en laissant respirer aussi, comme pour bien sûr les bouteilles de vin, quoi. Non, mais enfin, voilà, aujourd'hui, on se pose cette petite question, avec quoi on va fabriquer tout ça. Enfin, beaucoup de besoins qu'on a, et en fait... Mais ancestralement, par exemple, tu as les fibres du mûrier à papier. Je ne sais pas si tu connais cet arbre-là. Broussonesia papyrifera. Il porte bien son nom. Papyrifera à papier. Pourquoi les Japonais, les Asiatiques adorent cet arbre-là. Depuis la nuit des temps, ils récoltent l'écorce bourrée de fibres pour justement faire un papier traditionnel japonais à base de fibres uniques de cet arbre-là. À Photobrac, au festival photo où tu m'as rencontré, il y avait une personne qui proposait aux photographes d'imprimer leurs photos sur du papier. Donc là, on a un support complètement écologique, artisanal, utilisant l'écorce. On n'est pas obligé d'abattre l'arbre, puisque là, ils utilisent sur leur propre arbre qu'ils récoltent dans le sud de la France. Je crois que d'ailleurs, il est dans la région de Montpellier. Ah oui, tu pourrais aller faire un reportage chez eux. Il faudrait que tu me donnes leurs coordonnées. Ouais. Et du coup, ils récupèrent les brindilles chaque année. Ils l'écorcent, ils récupèrent la fibre et ils font traditionnellement dans des grandes plaques des immenses feuilles de papier sur lesquelles on peut imprimer. À pH neutre, et donc là on a une impression 100% nature, quoi. C'est génial. Donc on peut développer quand même, et avec un très beau rendu, hein, franchement. Mais c'est vrai que la plupart des gens ont aucune conscience de l'importance en fait qu'ont les écorces, même dans le quotidien de l'humain. Je sais pas si tu sais, mais voilà, tu peux manger, si tu es gourmande, tu peux manger tous les jours une écorce. Ah oui. L'écorce de la cannelle, du cannelier, c'est une écorce que l'on mange, la cannelle. C'est l'écorce interne qui s'est chargée en sucre, puisque l'écorce, comme je te le disais tout à l'heure, c'est la sève élaborée qui passe dedans. Elle dépose tous ses sucres, entre autres, et quand on la récolte à la bonne saison, elle a cette odeur, ce goût particulier, cette odeur d'ailleurs. Peut-être que avant de terminer cet épisode, moi j'aimerais que tu nous parles des graines, parce qu'en fait il y a donc ta grande passion pour les écorces. Alors juste dans ta collection, tu as à peu près combien 1000... Donc dans la collection, dans la Floyothèque, pardon. J'ai à peu près 3000 échantillons et qui recouvrent environ un bon millier d'essences d'espèces différentes. Donc ce qui est quand même colossal. C'est à ma connaissance la plus grande collection d'écorces au monde. Bah, alors j'ai pas trop de rivales, hein, faut dire, il y en a pas beaucoup. Donc j'ai cette chance-là. Mais c'est vrai que c'est un gros travail de collecte, encore une fois. Il faut faire sécher, il faut le débiter. Oui, parce qu'en plus tu mets rien pour Il n'y a aucun traitement chimique, donc il faut, hormis de la colle à bois, quand je dois recoller quelques petits morceaux d'écorce qui s'enlèvent, mais je ne traite rien, puisque je veux que ça se conserve d'abord le plus sainement possible. Je veux pouvoir les manipuler aussi sans aucun souci. Je fais des ateliers pédagogiques avec les enfants, donc je veux qu'il n'y ait aucun problème de ce côté-là. Et puis là, t'en as chez toi. Donc Et j'en ai chez moi aussi. et puis voilà, la seule façon que j'ai d'éradiquer d'éventuels ravageurs, parce que des insectes, il y en a toujours, c'est de les mettre au congèle pendant quelques jours. Et ça, en général, qu'à 95%, ça éradique le maximum de xylophages, même si j'ai déjà vu des petits tas de sciures dans le congèle formées, parce que ça leur faisait même pas peur, et elles continuaient à boulotter un peu les écorces, tu les entends grignoter, et là, c'est quand même, là, ça me plaît pas. Là. Le vivant, il est surprenant. Et donc du coup on arrive maintenant aux graines, parce que donc tous tes voyages depuis en fait le début de ta merveilleuse aventure, les graines te passionnent.
Tout à fait. Et tu en ramènes. Et aujourd'hui, tu as une collection aussi complètement hallucinante. Alors, les graines, ce qui m'a passionné aussi très rapidement, c'est... alors, je parle des graines au sens large, parce qu'en fait, c'est souvent des fruits secs ou des fruits. Le terme botanique et le terme commun peut porter à confusion. Parce que, donc, en général, on parle de graines pour dire aussi bien des fruits que des graines. Et c'est vrai que déjà, il y a des fruits ou des graines qui sont absolument incroyables au niveau de leur forme, avec des crochets, avec des jeux de transparence, avec des graines ailées, on dirait presque de la nacre, avec des hélices comme des hélicoptères. Ça, j'adore les faire voler dans les airs quand je fais des ateliers, parce que il y en a certains, on dirait des toupies volantes qui sont en train de voyager comme ça dans les airs. Il y a une graine, le concombre volant de Java, par exemple, c'est une cucurbitacée, donc la famille de nos courges, de nos concombres, et c'est la graine ailée la plus grosse du monde. Elle fait à peu près 15-18 cm de long, l'aile membraneuse, donc très très fin, très très plat, nacré. La graine au centre a la taille d'une pièce de 2 euros à peu près. Donc c'est une liane qui pousse dans la forêt indonésienne tropicale, et sur les arbres à 60 mètres de haut à peu près. Une fois que le fruit est mature, tu as les graines qui sont libérées comme ça et qui volent comme un planeur. Et ça a d'ailleurs inspiré un ingénieur allemand à inventer pendant la Première Guerre mondiale le Friedrichstaub, je crois que c'est le nom de cet avion, qui a été le premier avion de série, malheureusement, à être utilisé pour larguer des bombes pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'est un aérodynamisme absolument sublime, parfait, et ça plane, mais tu as l'impression que ça survole comme ça, et ça prend la moindre petite brise, de petits courants d'air à chaud là, et ça fait des kilomètres et des kilomètres. Mais sans parler tropical, tu prends le pissenlit. Le pissenlit, il n'y a rien de plus commun. Quand tu regardes comment c'est fait, la petite graine et la petite aigrette, quand tu souffles sur une tête de pissenlit, tu as des centaines de graines. Si tu as un petit courant d'air, la graine de pissenlit peut faire plus de 100 km. 100 km quand même, c'est incroyable. Parce que est-ce que tu peux nous rappeler, donc nous on n'est pas spécialistes, mais en fait l'objectif de la graine, c'est quoi? D'une plante avec ses graines, c'est d'être disséminée en fait. Toujours le même sujet, c'est l'arbre est inféodé à son milieu et il ne peut pas fuir, il est fixé au sol par ses racines. Donc le but du jeu, si il fait tomber ses graines et ses fruits juste au pied de son tronc, c'est pas trop d'intérêt, parce qu'il y a une compétition déjà avec les racines du pied mère, il y a une compétition avec la canopée, le feuillage qui va occulter les rayons du soleil, et la plante elle a besoin très vite de soleil. Donc le but du jeu, c'est de coloniser le maximum d'espace. Pour ça, il faut inventer des stratégies. Et donc inventer des stratégies, il n'y a pas trop 36 moyens, il y a jouer avec les éléments, jouer avec le vent, jouer avec l'eau, jouer avec les animaux. Ou quelques rares exceptions, comme par exemple avec le feu, puisque c'est connu, hein, toutes les flores dans les pays où il y a des feux réguliers, type Australie, Californie, bassin méditerranéen, Chili, etc. C'est des plantes où les graines sont soit en dormance dans le sol, et au moindre feu va pouvoir libérer la dormance et redonner vie à toutes ces graines. Soit par exemple en Australie, les protéacées, c'est connu. Tu as les banksia, les xylomélum, les protéas. Dès que l'arbre constitue sa banque de semences ad vitam aeternam pendant des années sur l'arbre principal, les fruits, les graines sont enfermées dans des fruits. Tant qu'il n'a pas besoin de disséminer ses graines, il garde ses banques de semences intactes sur l'arbre. Dès qu'il y a un incendie de forêt, les fruits vont brûler, vont s'ouvrir, libérer les graines, et c'est le moment pour lui de régénérer, puisque l'arbre mère a brûlé. Et donc ça, il y a plein comme ça de stratégies. La noix de coco va faire des 3, 4, 5 000 km sur l'eau pendant des kilomètres, pendant des années, avant de s'échouer sur une plage et pouvoir redonner un cocotier. Mais en fait, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que chaque plante ou arbre a son pouvoir germinatif différent. Tout à fait. Il y a des plantes... Depuis quelques jours jusqu'à des années, des millions d'années. Des millions, non, des milliers d'années, oui. Où tu prends la graine de dattier qui ont été trouvées dans des fouilles archéologiques en Israël au début du 21e siècle. Ils ont trouvé des dattes dans des jarres, ils les ont fait germer, et elles ont donné des dates des palmiers dattiers. Donc elles dataient de plus de 2000 ans, les jarres. C'est dingue. Il y a un exemple connu
Kew Garden, à l'herbier de Kew, qui est l'herbier le plus grand du monde, avec celui du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il avait brûlé il y a quelques dizaines d'années ou quelques siècles, je ne sais plus exactement, et donc les bouches d'incendie, là, les asperceurs se sont mis à fonctionner au niveau des herbiers. Et tout d'un coup, il y a des tas de graines qui ont germé, notamment des graines d'albizia, par exemple, alors que c'était des graines qui avaient été récoltées il y a plus de 100 ans, par exemple. Donc, et d'autres, tu me disais... par exemple, le tout bête, le peuplier. En quelques jours, si les graines de peuplier au printemps ne trouvent pas les bonnes conditions, un peu d'eau, une terre sablonneuse, et c'est pour ça qu'on les trouve très vite le long des cours d'eau, parce qu'il y a les limons et il y a de l'eau. Donc si le petit parachute blanc qui entoure la graine va lui permettre de vite arriver vers une berge, et ben, il va pouvoir vite germer. Mais en quelques jours, s'il trouve que du béton dans une ville, la graine est perdue. Et il faudra attendre l'année d'après pour pouvoir espérer retrouver des conditions favorables. Mais la stratégie du peuplier, c'est d'en produire des millions et des millions. Donc, à l'inverse, la stratégie, par exemple, du coco-fesse, du coco de mer, c'est de produire une graine. Il met 7 ans à la produire. Mais elle est énorme, c'est la graine la plus grosse du monde, elle peut faire 40 kilos. Il y a tout ce qu'il faut à la graine pour pouvoir germer quand elle veut. Elle met 2 ans quasiment à germer. Donc lui, il prend son temps, mais ça lui demande beaucoup. Donc suivant les arbres, vous prenez par exemple les orchidées ou les bégonias, ce sont les plantes qui possèdent les plus petites graines du monde. C'est de l'ordre du micron, quasiment. Ah oui. Dans une gousse d'orchidée, j'ai des millions et des millions de graines. Et vous prenez le palmier, le corypha par exemple, le talipo en Indonésie, c'est la plante à fleurs qui produit la plus grande inflorescence et donc la plus grande infrutescence, c'est la production de fruits. Et sa grappe de fruits, elle fait jusqu'à 9 mètres de haut. Wow. C'est un arbre en fait, sa grappe de fruits. C'est un truc de fou quand vous tombez au pied de ce palmier et il produit qu'une fois dans sa vie, à la fin de sa vie, parce que ça lui demande tellement d'énergie à la produire. On dit que c'est une plante monocarpique. Une fois qu'il produit son infrutescence et sa fleur, il meurt. Mais du coup, il a produit des millions de graines. Ah, c'est dingue. Et il y a aussi des stratégies qui sont, parce que donc disséminer, là comme tu le disais, parce que le vent, etc. va t'emmener. Mais après, tu as aussi des stratégies avec des couleurs. Oui. Pour que ce soit les oiseaux, ou alors avec des goûts, comment... L'autre façon d'être disséminé très loin, c'est bien sûr d'avoir une coopération avec des animaux. Et c'est là que la plante est quelque part intelligente, parce que elle va faire le job à des animaux dont ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Parce qu'ils vont venir juste parce qu'il y a quelque chose à manger, parce qu'il y a une odeur particulière, mais c'est surtout parce qu'il y a quelque chose à boulotter. Mais ils n'ont aucune conscience qu'en mangeant, en ingérant la graine, en la recrachant après dans leurs excréments, les oiseaux, les chauves-souris, les singes, les éléphants, etc., les plus grands disséminateurs, ça va être les mammifères et les oiseaux. Okay. Pas les insectes, contrairement à ce que souvent on me dit. Les insectes, ça va être les pollinisateurs. Les graines sont trop grosses en général pour être transportées après par les insectes. Donc c'est surtout les oiseaux qui n'ont pas le même spectre visuel que nous. Ils ne voient pas les mêmes couleurs. Et souvent, les bleus, les violets, les roses, les rouges, les contrastes rouge et noir les attirent beaucoup. Et donc les plantes vont développer ces formes-là comme elles le développent pour les fleurs, pour attirer les insectes et les oiseaux pour la pollinisation. Tout ça, ils le font pas gratuitement juste pour le plaisir de nos yeux, pour faire beaucoup de fleurs. C'est juste toujours pour la pollinisation et pour ensuite la dissémination. Et là, justement, tu prépares une exposition. Quand est-ce qu'elle ouvrira? Donc là, je prépare ma toute nouvelle exposition sur les graines et les stratégies fabuleuses des plantes pour disséminer leurs graines, du 16 mars au 15 juin prochain, dans le Var, dans la ville de Draguignan, au musée des arts et traditions populaires. Il y aura 3 salles dédiées à cette exposition-là, où j'exposerai 60 photos et aussi à peu près 200 échantillons de graines pour vraiment avoir
avoir à la fois l'approche artistique des photos et ce côté pédagogique, cabinet de curiosité, voir les différentes formes, couleurs, parce que les couleurs restent aussi dans les graines. Vous verrez des graines bleues, des graines rouges, roses, et toutes les formes, des graines avec des crochets immenses, des ailes. Moi, je me rappelle donc quand je t'ai rencontré, là, tu m'avais montré, tu avais quelques graines avec toi et tu m'avais montré. Donc en plus, tu les C'est des bijoux, c'est des petites boîtes. Je les ai mises dans des petites boîtes à bijoux. Et que tu as fait faire exprès, mais c'est d'une beauté. En fait, moi, j'ai eu un énorme choc quand je suis venue et que tu m'as montré tout ça. Parce qu'on n'imagine pas, en fait, la diversité des stratégies, comme tu dis, mais du coup, la diversité des formes, c'est vraiment... C'est magnifique, vraiment. Donc voilà, je vous invite. Et donc là, on a sous nos yeux, là, pendant qu'on enregistre, une partie de ces photos. Et c'est vrai que on peut confondre en fait les graines avec des fleurs. On se dit, mais c'est tellement coloré que ça, c'est des fleurs. Mais en fait, non, c'est des graines et franchement, c'est super. Tu me disais aussi, peut-être pour l'anecdote, que il y avait la noix du Brésil qui est en fait un peu clé de voûte avec en tout cas, qui peut être ouverte que par un seul animal. Elle s'est dit, je mise tout sur un. Alors c'est un choix peut-être un peu risqué, c'est vrai, par l'arbre, mais le noyer du Brésil, il pousse qu'au Brésil, il porte bien son nom, et il est vraiment tributaire d'un seul animal, l'agouti, c'est un petit rongeur, qui a la seule faculté de pouvoir ouvrir avec ses incisives le fruit qui est très très dur, qui a une coque très, très dense. Donc il n'y a aucun autre animal qui peut l'ouvrir. Donc si malheureusement l'agouti disparaît, le noyer du Brésil disparaîtra automatiquement. Puisque l'agouti va ouvrir, lui il va bien sûr en manger au passage, il va en profiter, c'est le but du jeu, mais en même temps il va en laisser quelques-uns parce qu'il y a trop de graines pour ce petit rongeur. Ces graines sont très nourrissantes et à la fois il va en cacher comme l'écureuil, faire des petites planques à droite à gauche, il va les semer sans le savoir parce qu'il va oublier quelques cachettes au passage et donc aux premières grandes pluies tropicales à nouveau les graines vont pouvoir germer et repeupler les zones de la forêt. C'est marrant. Parce que du coup, c'est aussi la beauté de ces complicités entre le règne végétal et le règne animal qui est aussi remis en lumière à cette occasion-là. Alors justement, tu sais que ce podcast Où est le beau, on a une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous partager un peu ce qu'évoque, tu vois, ce terme du beau et ce que ça représente dans leur vie et voilà, ce que toi t'aimerais partager avec nous. Alors le beau, c'est très important pour tout le monde en fait, et je pense que c'est un langage universel. C'est pas un langage qu'on apprend, c'est un langage qu'on ressent. C'est pour ça que j'essaye de travailler dans ce sens-là et mes photographies au maximum, j'essaye d'être le plus beau, épuré naturellement possible pour qu'on soit japonais, chinois, pygmée, australien, français, que sais-je, de n'importe quelle langue, de n'importe quel pays, mon travail puisse être ressenti pour que ça aille directement au cœur et provoquer une émotion pour que, comme je te le disais en introduction au départ, si on reçoit une émotion, forcément après, on va vouloir protéger ce qui nous a procuré cette émotion. Et donc, protéger la nature, c'est la chose la plus importante qu'il faut faire, surtout actuellement, et surtout la partager ces émotions, cette beauté, parce qu'on n'a rien inventé. Tout est dans la nature et tout est à portée de nous. Et il faut juste observer, être curieux. Et c'est vrai que pas besoin d'aller au bout du monde. Et Christian Bobin le disait très bien, que ce soit au bout du monde ou au fin fond de son jardin, la quantité de merveilles est la même. Donc, il suffit d'être curieux un petit peu, de retrouver cette sensibilité qu'on avait quand on était enfant, cette spontanéité, pour pouvoir se reconnecter à cette beauté naturelle que l'on a dans la nature. Parce qu'en fait, je pense aussi bien dans le microcosme que dans le macrocosme, on retrouve toute cette beauté, ce nombre d'or, cette harmonie des couleurs, des textures, des formes à toutes les échelles, jusque dans nos cellules. Et si on parle avec le cœur, parle avec la beauté, ça résonne à tous et je pense qu'on peut être mieux compris et vivre mieux. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Aiden.